les amis du monde diplomatique qui participent au contre-sommet ont invité Fanny Pigeot, qui est journaliste et qui écrit dans le monde diplomatique, dans Mediapart, entre autres publications. Et donc, elle est l'auteure d'articles sur l'Afrique, puisque c'est son sujet, et en dernier lieu d'un article paru au mois de janvier sur Bolloré, au Cameroun, voilà, un article qui décrit enfin, un peu la perte d'influence et qui a valu au monde diplomatique un procès que Bolloré a perdu, mais il fait appel. On avait fait il y a quelques années une conférence sur les APE qui était intéressante et on aurait aimé refaire aussi, parce que les APE, ce sont les accords de partenariat économique de l'Union européenne avec l'Afrique qui ont des effets dévastateurs et dont on n'a pas assez parlé. Et donc là, aujourd'hui, c'est sur le thème du franc CFA qui va être traité. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, je suis donc journaliste. Je me suis spécialisée sur des sujets liés à l'actualité africaine depuis un certain nombre d'années. Et au cours de mon travail, j'ai surtout été amenée à être dans des pays qui utilisent une monnaie très spéciale qui s'appelle le franc CFA. Et c'est ce qui m'a amené au fur et à mesure de mes recherches à coécrire plus exactement un livre qui s'appelle L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, qui est sorti en 2018 et que j'ai coécrit avec un économiste sénégalais extrêmement brillant qui s'appelle Ndongo Sambasila. Je précise que moi je ne suis pas économiste, même si j'ai quelques notions. Et voilà, on a allié nos connaissances et notre force d'écriture pour faire ce livre qui a été cette année traduit en anglais. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à la question dans les pays anglo-saxons. Alors le franc CFA, je vais essayer de ne pas être trop compliqué dans la manière d'aborder les choses, parce que ça peut être rébarbatif de parler de monnaie quand on n'y comprend rien. Mais c'est un sujet extrêmement important dès qu'on veut comprendre la nature des relations entre la France et l'Afrique, il faut absolument s'intéresser au franc CFA, car c'est aujourd'hui, et ça l'est depuis le début, mais c'est un pilier fondamental de cette relation France-Afrique. C'est un outil de domination pour la France, de domination économique, mais aussi politique. La France est toujours la force, la puissance qui contrôle le franc CFA. Alors d'où vient cette monnaie ? Pendant la période coloniale, la France a réussi à faire circuler sa monnaie à travers tout son empire colonial. Elle circulait sous d'autres, c'était donc le franc métropolitain, qui circulait sous des différents noms selon les pays et avec des signes monétaires un peu différents. Mais en 1939, la France a créé, au moment où la guerre se déclenche, la Seconde Guerre mondiale se déclenche, la France a créé une zone franc qui était destinée à protéger son empire, à protéger le commerce à l'intérieur de l'empire. Donc elle a créé cette zone franc avec pour règle libre-échange à l'intérieur de la zone, donc à l'intérieur de son empire, et avec par contre protectionnisme au-delà de son empire colonial. Le but du jeu, c'est tant de garder les relations entre la métropole et ses colonies, les relations commerciales, et de protéger aussi sa monnaie. À partir de 1945, après la fin de la Seconde Guerre, la France est dans un état économique extrêmement difficile et elle a besoin de reprendre le contrôle de ses colonies qui, pendant la guerre, ont diversifié leurs partenaires commerciaux. Et donc, à partir de là, il lui faut, la France, reprendre un peu le contrôle. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de matières premières à bas prix et elle a besoin aussi de débouchés pour ses entreprises hexagonales. Débouchés pour leurs produits et aussi pour trouver des marchés. Donc en 1945, le 25 décembre exactement, Général de Gaulle crée par décret le franc CFA qui ce sigle veut dire à ce moment-là colonie française d'Afrique. Donc là, le message est très clair. Et donc c'est désormais la monnaie qui circule en AEF, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française, et en AEF, Afrique équatoriale française, au Cameroun, qui ne fait pas partie de l'AEF à ce moment-là, au Togo, dans la côte française des Somalies, à Madagascar et à La Réunion. L'idée est donc bien de drainer les matières premières, les ressources de ces colonies vers la métropole.
Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on crée une monnaie. Le franc CFA est une monnaie à ce moment-là surévaluée. Surévaluée, ça veut dire que elle est trop forte pour l'économie de ces pays qui ont des économies assez faibles. Mais à ce moment-là, le franc CFA vaut 1,70 francs français. L'idée avec cette valeur forte, c'est de favoriser les importations en provenance de la métropole et de réorienter le flux des exportations des pays de la zone franc vers la métropole. Ce qui va fonctionner. Ça va fonctionner si bien qu'à l'indépendance, on aurait pu croire que les pays de la zone franc fassent comme les pays de la zone sterling et créent à ce moment-là des monnaies nationales. C'est pas ce qui va se passer pour la zone franc. Ça va être la seule zone monétaire seule zone coloniale monétaire qui va continuer à fonctionner. Tout simplement parce que la France sait bien que elle a été obligée d'accorder l'indépendance aux pays, à ses colonies d'Afrique subsaharienne, mais elle n'en avait aucune envie en réalité. Et elle a à ce moment-là créé des conditions qui allaient lui permettre de garder le contrôle sur ses colonies. Les conditions étant, elle a fait en sorte de choisir, de faire élire, à travers en général des élections frauduleuses, les futurs dirigeants des pays nouvellement indépendants. Donc elle s'est arrangée pour choisir les dirigeants, mais elle a aussi en même temps imposé ce qu'on appelle les accords de coopération. L'idée étant, vous aurez l'indépendance que si vous signez ces accords de coopération. Et ces accords de coopération concernaient les aspects militaires, les aspects monétaires, les aspects commerciaux, les aspects culturels, bref, tout un ensemble de domaines qui permettaient à la France de garder le contrôle sur ses colonies à travers ces accords de coopération, dont certains sont restés secrets assez longtemps. Et dans ces accords de coopération, donc, il y avait la monnaie qui était concernée, et ça voulait dire que tous ces pays de la zone franc, d'Afrique subsaharienne, ont dû conserver le franc CFA comme monnaie d'échange. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que le franc CFA est toujours une monnaie coloniale, et la zone franc est la dernière zone monétaire coloniale encore en activité. Dans notre livre, on s'est appuyé pour décrire ce passage à l'indépendance complètement truqué. On s'est appuyé sur un dessin. Ce dessin, il circule depuis 2016 sur les réseaux sociaux et il n'est pas signé. C'est une caricature qui n'a pas été signée. Il se trouve que j'ai des contacts à Abidjan et j'ai réussi à retrouver qui était l'auteur de ce dessin, que j'ai contacté, à qui j'ai parlé, et qui m'a expliqué qu'en fait, il avait fait ce dessin, évidemment, parce qu'il a des convictions et il sait à peu près comment les choses marchent, mais il avait peur des représailles et donc il n'a pas voulu signer ce dessin pour ne pas avoir de problème avec les autorités ivoiriennes qui sont très proches des autorités françaises actuelles. Voilà, je crois qu'après coup, il a regretté de ne pas avoir signé son dessin. Et voilà, je vais le nommer, il s'appelle Yapsi, donc caricaturiste ivoirien talentueux. Aujourd'hui, on a deux sous-zones pour cette zone franc. On a une zone en Afrique de l'Ouest qui a une banque centrale, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle regroupe 8 pays, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire étant vraiment le pays phare de cette zone parce qu'elle a beaucoup de ressources. Et puis il y a une autre sous-zone qui s'appelle, c'est la zone, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC. Et elle compte 6 pays, le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale. Et chacune de ces zones a une banque centrale. La première en Afrique de l'Ouest est à Dakar, c'est la BCEAO, Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. L'autre banque centrale est à Yaoundé, c'est la BEAC, Banque des États d'Afrique centrale. Et chacune de ces zones a un franc CFA distinct. C'est-à-dire qu'il y a des billets ouest-africains, des billets d'Afrique centrale qui ne sont pas les mêmes et qui ne peuvent pas s'échanger. Il faut passer par l'euro pour changer ces francs CFA. Alors on arrive là à une partie un peu technique pour comprendre pourquoi on passe par l'euro. C'est parce que le franc CFA s'appuie sur 4 principes. Le premier principe, c'est la parité fixe. Les francs CFA, et il faut aussi parler du franc comorien qui fonctionne exactement sur les mêmes principes. Les francs CFA sont rattachés, sont ancrés
à la monnaie française et de manière fixe. Ça veut dire que leur valeur en monnaie française, aujourd'hui c'est l'euro, ne varie pas en fonction par exemple de la conjoncture économique. Elle est toujours fixe. Le deuxième principe, c'est le libre transfert. Les transactions courantes, par exemple les règlements des importations, des exportations, le rapatriement des profits et des dividendes, tout ça, et les mouvements de capitaux, tout ça, c'est libre au sein de la zone franc, ça circule sans restriction en matière de change. Ça veut dire qu'une entreprise française qui fait des bénéfices au Cameroun, par exemple, peut rapatrier cet argent sans limite. Troisième principe, et ça je vais en reparler tout à l'heure un peu plus, c'est ce qu'on appelle la garantie de convertibilité illimitée. Cette garantie, elle est apportée officiellement par la France. Et l'idée, c'est quand les banques centrales, la BCEAO et la BEAC manquent de devises, ont des problèmes pour assurer leurs engagements extérieurs, la France leur prête, autrefois des francs, aujourd'hui leur prête des euros. Ça, c'est l'architecture sur le papier. Donc le Trésor français s'engage à prêter des euros en cas de pénurie de devises. En contrepartie de cette garantie, qui est en réalité totalement illusoire, les pays de la zone franc, les deux banques centrales, ont l'obligation, autrefois c'était l'obligation de déposer 100% de leurs avoirs extérieurs en France. Au fil des années, ça a changé, ça a baissé un peu à 65%. Aujourd'hui, c'est 50% pour les pays de la CEMAC, de l'Afrique centrale. Récemment, il y a eu un changement pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Voilà, donc cette centralisation des réserves de change, c'est la contrepartie de la garantie accordée par la France. L'autre contrepartie, c'est aussi la présence de représentants du Trésor, de l'État français, dans les instances de décision des banques centrales. C'est-à-dire qu'il y a un Français, par exemple, au sein du comité de politique monétaire de la BEAC aujourd'hui, avec un pouvoir de vote, évidemment. Voilà. Donc la France reste vraiment très présente au sein des instances. L'argent qui est déposé en France, donc les devises de ces banques centrales, sont déposées sur un compte d'opération. C'est un compte très spécial qui n'existe que pour le franc CFA, un compte qui est ouvert dans les livres du Trésor français. C'est par lui donc que toutes les transactions extérieures des pays de la zone franc passent. Et quand ce compte d'opération n'a pas assez d'argent, il y a un seuil qui est fixé, et donc c'est là que le Trésor français normalement doit prêter de l'argent, doit prêter des euros pour remettre le niveau de ses comptes de manière à ce qu'il y ait suffisamment pour défendre aussi la parité fixe. C'est très important là, cette idée de défendre la parité fixe et donc de défendre la valeur du franc CFA. Dans notre livre, on s'appesantit sur cette fameuse garantie, parce qu'en réalité, elle est totalement illusoire. La garantie française, qui est aujourd'hui d'ailleurs un argument premier si on écoute les autorités françaises, elles disent nous, on est garant du franc CFA, et donc en vertu de cette garantie, on doit être au sein des instances de décision des banques centrales, parce que on prend des risques quand on apporte une garantie. En réalité, tout est fait pour que cette garantie ne soit jamais actionnée. Il y a un certain nombre de mesures que les banques centrales doivent respecter, donc maintenir un taux très élevé de devises sur les comptes d'opération. Si ça baisse trop, il y a tout un processus qui les oblige à ramener l'argent qu'elles ont pu placer ailleurs sur le compte d'opération. En réalité, la garantie ne fonctionne quasiment jamais. Elle n'a fonctionné qu'entre les années 80 et 90. Et en général, c'était lié à une dévaluation qui s'annonçait. Elle aurait dû jouer au début des années 90, en 1994, sans doute que certains s'en souviennent. Il y a eu une dévaluation du franc CFA. À ce moment-là, la France aurait dû effectivement prêter des euros parce que il y avait une crise économique terrible, chute des cours des matières premières, crise de la dette. Donc un certain nombre de pays étaient en grande difficulté, de pays d'Afrique subsaharienne en particulier, et leur niveau de réserve de change a beaucoup baissé. À ce moment-là, la France aurait dû faire jouer sa garantie et donc prêter les euros pour que ce niveau de réserve remonte. Elle ne l'a pas fait. Elle a plutôt suivi les conseils du FMI
et de la Banque mondiale, et elle a procédé après, bon, ça a été un processus très long parce que un certain nombre de chefs d'État africains étaient totalement opposés à cette dévaluation qui allait causer un certain nombre de problèmes sociaux dans leur pays, problèmes graves pour certains, en particulier pour le niveau de vie des urbains, des citoyens dans les villes. Mais finalement, donc ça s'est fait, cette dévaluation, en 1994. Par la suite, la France aurait pu aussi faire jouer cette garantie en 2016. Là aussi, il y a eu une chute des cours du pétrole et les niveaux des réserves de change des pays de l'Afrique centrale, qui sont des producteurs de pétrole, a beaucoup baissé. La France, là aussi, a fait en sorte qu'il n'y ait pas de ne pas faire marcher cette garantie, et elle a plutôt fait appel au FMI, ou du moins le FMI et elle se sont entendus pour que ce soit le FMI qui prête de l'argent à ces pays, et en échange, bien sûr, ils devaient suivre un certain nombre de conditions et réduire en particulier leurs dépenses publiques. Et cette garantie, elle est illusoire et on le sait depuis le début. C'est Modibo Keïta, qui était président du Mali au début des années 60, qui l'a bien dit dans un discours devant l'Assemblée nationale. Il a expliqué « La France ne garantit le franc CFA que parce qu'elle sait que cette garantie ne jouera pas effectivement ». Il n'a pas été le seul à le dire. Je vais citer un autre. Alors cette fois-ci, c'est un Français qui l'a écrit en 1980. Bernard Vinet, il a été directeur de la Banque centrale des États d'Afrique centrale et du Cameroun. C'est aujourd'hui l'actuel BEAC. Et lui, il avait écrit « La garantie est virtuelle aussi longtemps que les institutions d'émission et africains disposent de réserves. Lorsque les pays de la zone franc disposent de réserves de change, cette garantie est purement nominale puisqu'elle n'est pas mise à contribution. » Ce qui fait que jusqu'à présent, en fait, si la parité fixe, si le franc CFA garde la même valeur, c'est pas parce que la France a garanti, c'est parce que les pays de la zone franc ont suffisamment de réserves pour assurer cette garantie. Or, aujourd'hui, si la France continue à exercer sa tutelle sur le franc CFA, c'est officiellement en vertu de cette garantie. Et si vous écoutez tous ceux qui défendent le franc CFA aujourd'hui, donc les autorités françaises et d'autres, vous vous rendez compte que jamais ils vont très loin dans l'explication sur cette garantie. Ils ne veulent pas vraiment entrer dans les détails. Il y a eu des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat il y a quelques mois parce qu'il y avait une réforme qui était en cours pour le CFA de l'Afrique de l'Ouest. Et il y a un député qui était même le rapporteur sur ce projet de réforme, qui lui-même l'a dit en séance plénière, le pari est fait, donc cette garantie n'est jamais mise à contribution, le pari est fait qu'il en sera de même à l'avenir, c'est qu'on compte bien ne jamais la faire marcher. Aujourd'hui, je crois que Emmanuel Macron dit la France est le garant du franc CFA. Non, elle n'est pas le garant, elle n'est rien du tout. En réalité, si on regarde la manière dont les choses se passent, elle n'intervient absolument pas. Le système n'ayant quasiment pas changé au cours des décennies, ce sont toujours les mêmes qui en bénéficient, donc ce sont les entreprises françaises, puisque le système leur permet d'avoir des marchés captifs et stables, leur permet d'avoir des débouchés pour leurs entreprises, donc pour les entreprises. Elles peuvent, ces entreprises, investir et désinvestir dans les pays d'Afrique de la zone franc sans crainte et risque de change. Pour la France, ça lui permet d'acquérir des matières premières à bas prix et surtout des matières premières qui sont généralement libellées en dollars. Et là, elle les achète dans sa propre monnaie. Elle n'a pas à débourser de devises. Ça lui fait faire des économies assez importantes. Ça, c'est sur le plan économique. Il y a aussi un aspect qui est souvent éludé, c'est que le système CFA permet aussi à la France de financer une petite partie de sa dette. C'est une petite partie, mais c'est une petite partie quand même. En 1970, il y a eu un rapport du Conseil économique français qui écrivait « Les soldes créditeurs des comptes d'opération sont l'une des ressources qu'utilise le Trésor français pour financer la charge qui résulte pour lui des découvertes d'exécution des lois de finances et de l'amortissement de la dette publique. » Donc, c'est un document officiel qui dit bien qu'il y a de ce côté-là un petit avantage pour la France, effectivement. Et l'intérêt a été de nouveau souligné dans un arrêt de 2012 du Conseil d'État cette fois, au sujet de la Banque des États d'Afrique centrale, qui lui précisait que l'activité de cette banque centrale
là j'ouvre les guillemets, présente un intérêt particulier pour l'économie française. Et il précisait aussi que la gestion et le contrôle de la BEAC sont notamment assurés par les représentants de la France au sein de cet organisme. Les autres bénéficiaires, ce sont aussi les élites du continent, des pays de la zone franc, qui peuvent profiter du libre transfert pour placer leurs capitaux en France. À partir du moment où vous contrôlez la monnaie d'un pays, vous contrôlez en grande partie sa trajectoire politique. Et on l'a vu en 2011 en Côte d'Ivoire, au moment où il y a eu cette crise post-électorale entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Le pouvoir français avait pris parti pour Alassane Ouattara. Or, Laurent Gbagbo avait été reconnu par les institutions ivoiriennes comme le président élu et donc contrôlait l'appareil d'État. Et la France a cherché à le faire chuter, comme on dit, comme les journalistes l'ont écrit à l'époque. Et les moyens qui ont été utilisés dès le départ, ça a été de passer par les instances de la zone franc, et d'abord de couper l'accès aux comptes de l'État ivoirien logés à la BCEAO, ensuite de faire fermer les représentations, les agences de la BCEAO en Côte d'Ivoire. En gros, le but du jeu, c'était de bloquer les systèmes financiers de la Côte d'Ivoire, et tout ça, ça a été fait donc à partir des instances de la zone franc, piloté par le ministère français de l'économie. Finalement, tout ça n'a pas réussi, puisqu'à chaque fois, l'administration ivoirienne trouvait un moyen de parer et de trouver des astuces pour contourner ce blocus financier. Finalement, et là, donc la France, finalement, a fait marcher l'aspect militaire de son appareil de répression et faire chuter le gouvernement et l'administration et Laurent Gbagbo. Il y a un argument qu'on met régulièrement en avant à propos du franc CFA, c'est le franc CFA assure une stabilité monétaire. C'est vrai que le système fait en sorte qu'il y a un certain nombre de règles que les pays de la zone franc doivent respecter, qui sont calquées sur celles de la Banque centrale européenne, et par exemple, il faut qu'elle maintienne un taux d'inflation assez bas. Alors ça, c'est effectivement une certaine forme de stabilité. La stabilité, elle n'existe pas par rapport au dollar, par exemple. Et quand l'euro s'apprécie vis-à-vis du dollar, ça veut dire que les productions des pays de la zone franc deviennent plus chères et plus difficiles à écouler. Les banques centrales, en fait, cherchent en permanence à maintenir au plus bas l'inflation. Et donc, cette obsession anti-inflationniste fait qu'on donne peu d'argent aux banques. Cette stabilité ne permet pas forcément d'attirer plus d'investissements, comme le disent pourtant les officiels français. C'est pas vrai. Le Ghana, par exemple, dont la monnaie est dite instable parce qu'elle varie, elle n'a pas de parité fixe avec une monnaie extérieure. Elle a un stock d'investissement direct étranger qui est supérieur à celui de tous les pays membres de l'UEMOA, dans toute l'Afrique de l'Ouest. On va parler de 4 handicaps majeurs que pose le franc CFA aux pays de la zone franc. Il y a justement ce régime de change qui est trop rigide, qui empêche les pays de la zone franc de se servir du taux de change en cas de crise et comme moyen d'ajustement. Quand une crise se présente, ils se trouvent obligés de s'ajuster en réduisant leurs dépenses budgétaires, dépenses publiques, pardon, et du coup de baisser le niveau de vie des populations. Donc, le premier problème, c'est ce régime de change fixe qui est trop rigide. Ensuite, le problème, c'est cet ancrage à une monnaie forte, l'euro, qui n'est pas adapté pour des économies peu développées que sont la plupart de ces pays. Et donc, ça crée une compétitivité prix qui est mauvaise. Et comme autrefois, comme au moment où le franc CFA a été créé, ça favorise les importations et ça freine les exportations. Troisième handicap, disons, c'est un rationnement du crédit. Comme je disais tout à l'heure, les banques centrales, en fait, elles défendent avant tout la parité fixe. Elles ont peur que si elles donnent des crédits aux entreprises des pays concernés, ça mette en péril la parité. En fait, voilà, ce qu'elles pensent, c'est que si elles accordent des crédits aux entreprises, les entreprises vont s'en servir pour faire plus d'importations, ce qui va faire baisser le niveau des réserves de change. Et finalement, tout ça fait qu'il n'y a pas assez de crédit pour les entreprises. Et le système, du coup, paralyse toutes les forces productives puisque les entreprises sans crédit ont du mal à fonctionner. Et ça aussi, ce problème oblige les États, eux, à emprunter
à l'extérieur, puisque les banques centrales prêtent très peu, y compris aux États, pas seulement aux entreprises, aux États, aux ménages, et du coup les États, eux, se trouvent obligés d'emprunter à l'extérieur à des taux en général très élevés. Enfin, l'autre handicap qui se pose avec le franc CFA, c'est le résultat de cette liberté de transfert qui fait qu'il y a des saignées financiers énormes qui quittent, donc des capitaux qui quittent le continent. Au final, aujourd'hui, sur les 14 pays de la zone franc, 9 sont classés parmi les pays les moins avancés. Alors, la grande question, c'est pourquoi, puisque ce système fonctionne mal, ou du moins a des conséquences négatives pour les économies de ces pays, et les maintiennent finalement dans un rôle de pourvoyeur de matières premières et les empêchent de se développer, s'industrialiser. Pourquoi est-ce qu'il est toujours là, ce système? Pourquoi les dirigeants africains, par exemple, ne se sont pas opposés à ça? Il y a eu plusieurs moments de résistance contre le franc CFA au cours des décennies. Il y en a eu assez tôt, puisqu'en 1960, je vous lisais tout à l'heure une déclaration de Modibo Keïta. Modibo Keïta, donc président du Mali, il a tenté de sortir du système du franc CFA, ça n'a pas marché. D'autres pays ont voulu aussi s'en sortir, mais ont eu à subir des représailles. On peut citer notamment le cas de la Guinée, qui est très emblématique, puisque en 1958, la Guinée, vous le savez, a été le premier pays à devenir indépendant. C'est le seul pays qui a dit non au général de Gaulle à son référendum de 1958, qui disait est-ce que vous voulez l'indépendance, enfin en gros qui aboutissait à la question voulez-vous l'indépendance maintenant ou pas. La Guinée a été la seule à vouloir l'indépendance aussitôt, ce que ne voulaient en réalité pas les autorités françaises. Elles ne voulaient pas que leur empire colonial se démantèle. Donc la Guinée a eu à subir des représailles, parce que l'idée c'était de ne pas donner à d'autres pays l'envie de faire comme elle. La Guinée donc a été indépendante tout de suite en 1958, dès que les résultats du référendum ont été connus. Au début, elle aurait voulu rester dans le système de la zone franc, mais avec un système un peu plus souple que ce compte d'opération très rigide. Elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. La Guinée donc s'est lancée dans la création d'une monnaie nationale, ce qui était au départ pas tout à fait son objectif, mais donc elle l'a fait, et aussitôt il y a eu des mesures de représailles, alors là qui sont passées par des opérations militaires, mais l'idée aussi c'était de faire tomber ces coups tourés, et c'était pas que d'empêcher la création de cette monnaie. Toujours est-il qu'il y a eu des opérations de déstabilisation monétaire, militaire, mais aussi monétaire. La France, les services secrets français ont créé une fausse monnaie guinéenne qu'ils ont fait circuler, qui a déstabilisé l'économie du pays. Le cas aussi du Togo, qui est important. En 1963, le président du Togo, Sylvanus Olympio, a été assassiné dans des conditions extrêmement troubles. Et il se trouve qu'il lui aussi avait un projet de lancer une monnaie nationale qui était assez avancée. Et une fois que Sylvanus Olympio a été tué, et ce projet a été complètement mis de côté et oublié. Un certain Étienne Gnassingbé Yadema qui a pris le pouvoir et dont aujourd'hui le fils est toujours au pouvoir. Donc on voit une continuité, et on voit aussi une continuité dans le fait qu'il n'y a pas eu de projet de monnaie nationale depuis. Il y a eu quand même 2 pays qui ont réussi à quitter la zone franc. C'était en 1973, c'est la Mauritanie et Madagascar. Et le cas de Madagascar est assez intéressant parce que à ce moment-là, il y a eu une petite dissension. Le président Pompidou, lui, n'était pas opposé à l'idée que Madagascar sorte du système, parce qu'il trouvait que Madagascar ne rapportait pas assez d'argent à la France, voire lui coûtait de l'argent. Tandis qu'au ministère des Finances, on aime bien garder l'empire colonial, l'empire monétaire intact. Et là, il y a eu des résistances. Enfin, il y a eu cette petite dissension finalement qui a sans doute permis à Madagascar de quitter le système. L'autre point important qui peut être utile aujourd'hui à rappeler, puisqu'on est dans une phase aujourd'hui où il y a contestation de plus en plus forte vis-à-vis de ce système, c'est que si Madagascar a pu sortir aussi du système, c'est parce que à ce moment-là, c'était la période où venait de se produire une contestation contre le pouvoir néocolonial de Madagascar, contre le pouvoir de Philibert Tsiranana, qui était très pro-français. Et ceux qui l'ont remplacé, donc à l'issue il a finalement, la contestation populaire a fait qu'il a lâché le pouvoir, et il a remis le pouvoir à l'armée. Ceux qui à ce moment-là donc ont récupéré le pouvoir
non seulement avaient le soutien de la population qui disait il faut remettre en cause les accords de coopération avec la France, mais eux aussi étaient convaincus en fait. Et eux n'avaient pas de lien, en tout cas de subordination vis-à-vis de la France. Et c'est Didier Ratsirac, qui était capitaine de frégate, bien qu'il ait été formé en France, c'est lui qui était ministre des Affaires étrangères plus tard, donc il deviendra président. C'est lui qui a négocié les accords, la sortie de la zone franc avec la France, et il a été très ferme dans sa posture. Donc la France a dû se résoudre à laisser Madagascar sortir du système. Et depuis, donc, Madagascar a sa monnaie nationale. L'économie malgache est en difficulté, mais c'est pas seulement dû à la monnaie, et jamais l'idée qu'il aurait fallu rester dans la zone franc n'a circulé chez les élites malgaches. En tout cas, moi, j'en ai pas connaissance. Il y a eu un autre moment de contestation assez important au début des années 70, qui a été porté par des dirigeants africains, qui, eux, s'étaient rendus compte que ce système ne leur permettait pas de développer leur pays, et donc qui ont demandé un assouplissement de nouveau à la France, de manière très officielle. Alors, au début, les Français ont eu une attitude qui est assez similaire à celle qu'on observe aujourd'hui. Ils ont fait semblant de ne pas comprendre, ils ont fait semblant de ne pas entendre, et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait de plus en plus de chefs d'État qui demandaient des changements. Et là, ils ont lâché un peu de lest pour réussir à sauver l'ensemble du système. Ils ont lâché un petit peu de lest, mais qui était très, très faible, puisqu'au final, ça s'est traduit par une africanisation des banques centrales. C'est-à-dire que le personnel des banques centrales, donc la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et la Banque centrale des États d'Afrique centrale, c'est africanisé. On a placé des Africains dans ces banques. Jusque-là, ils n'étaient que français. Et le siège de ces banques, qui était à Paris, s'est déplacé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'un est à Dakar et l'autre à Yaoundé. Quand il y a eu cette fameuse dévaluation en 1994 au Cameroun, ça a créé une situation catastrophique. D'abord parce que peu avant, le FMI avait imposé la baisse des dépenses publiques au Cameroun en échange d'un plan d'ajustement structurel, et le Cameroun a choisi à ce moment-là non pas de se séparer d'un certain nombre de fonctionnaires comme ça a été fait dans d'autres pays, mais là il a choisi une voie totalement nouvelle, inédite. Il a choisi de baisser le salaire de ses fonctionnaires. Certains ont perdu 70% de leur salaire du jour au lendemain. Vous imaginez ce que ça crée en termes de conditions de vie. À cela s'est ajoutée la dévaluation du franc CFA, qui là aussi a fait perdre niveau de vie, surtout donc aux populations urbaines qui vivent beaucoup des importations de médicaments, par exemple, et qui ont doublé à ce moment-là. Là, effectivement, cette situation de catastrophe a poussé les gens à chercher des moyens de survie. C'est là qu'une partie, il y avait déjà la corruption, mais une partie de la corruption s'est beaucoup développée. Alors, on arrive à la situation actuelle qui est assez intéressante. Donc, je disais que vous l'avez vu sans doute, il y a eu contestation depuis plusieurs années, maintenant depuis 2015, je dirais. Dans les pays de la zone franc, il y a certaines organisations de militants, d'activistes, comme on dit aujourd'hui, qui contestent l'existence de cette zone franc, qui contestent l'existence de ces francs CFA, en disant que c'est pas normal que ce soit la France qui continue à diriger tout ça. Il y a eu des manifestations à Dakar, il y a un billet de franc CFA qui a été brûlé devant les caméras de télévision. Alors là, c'était le choc. Il y a des opposants politiques aussi qui commencent depuis quelques années à se faire entendre de plus en plus sur cette question-là, alors que jusque-là, c'est un sujet assez tabou dont on ne parle pas. Donc il y a Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire, Ousmane Sonko au Sénégal, qui ont dit des choses assez dures sur le franc CFA en disant qu'il fallait sortir de ce système. Alors par contre, côté politique français, c'est beaucoup moins, il y a peu de réactions. Alors, et là aussi, on retrouve dans la réponse que font les autorités françaises à tout ça le même processus qu'elles ont suivi au cours des décennies passées. Au début, elles ont fait semblant de pas comprendre. Elle répondait oui, non, mais le franc CFA, c'est une monnaie africaine. Oh, nous, on n'est pas du tout là-dedans, ou si peu, ou bon, si, d'accord, mais on est juste, on est là pour rendre service, on est là, à la limite, pour des raisons humanitaires, on est là parce qu'ils nous le demandent. Et bon, et puis finalement, je crois que c'est Emmanuel Macron qui a dit en 2017 à Ouagadougou, le franc CFA, c'est un non-sujet pour la France. Circuler, rien à voir, nous, on n'est pas là-dedans. Et puis finalement,
le discours a changé parce que la contestation continuait. Et là, le discours a été de dire, bon, d'accord, oui, peut-être qu'il faudrait des changements. On est ouvert à l'idée de changement. On est ouvert à l'idée que le franc CFA change de nom, puisque c'est ça qui vous choque. Le nom a changé au fil des décennies, justement parce qu'il y avait des contestations. C'est plus colonie française d'Afrique, mais c'est communauté financière africaine et coopération financière, voilà, pour l'autre. Bref, le sigle, l'acronyme a changé de signification. Mais bon, ça reste CFA et tout le monde pense à colonie française d'Afrique. Donc on est ouvert à des changements sur le nom, on est ouvert aussi à des changements sur le périmètre. Pourquoi la zone franc ne s'étendrait pas? En gros, c'est à ça qu'on est arrivé. Et puis, la tension continue à monter, et c'est là qu'on arrive en décembre 2019 à Abidjan. Emmanuel Macron se rend à Abidjan, et là, surprise, il fait une déclaration avec son homologue Alassane Ouattara pour annoncer une réforme du franc CFA d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale est restée de côté. Et là, c'était à la surprise générale, c'est-à-dire que même la BCEAO n'était pas au courant. Donc la banque centrale la plus concernée, les citoyens ne l'étaient pas non plus, les entreprises non plus, et certains ont même cru que c'était une blague parmi tous ces responsables. Et pourtant, ça ne l'était pas. Et en réalité, si on regarde ce à quoi aboutit cette réforme, si, c'est une blague. On a fait un article avec toujours mon co-auteur, Dongo, Samba Silla. On a fait ah si, c'est ça, la farce de mauvais goût de Macron et Ouattara. En fait, les trois propositions, enfin, la réforme aboutit à trois choses. Soi-disant un changement de nom. Le franc CFA ne s'appellera plus franc CFA, mais s'appellera ECO. Pour l'instant, il n'y a aucun texte qui parle de ce changement de nom. L'autre grand changement, c'est plus d'obligation de dépôt. C'est-à-dire qu'effectivement, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Est, la BCEAO, n'a plus l'obligation de placer 50% de ses réserves sur le compte d'opération. Très bien. Et fin de la représentation française dans les instances de la BCEAO. Ça, c'est les trois points de la réforme. L'ECO, en fait, c'était le nom. En fait, c'est une entourloupe. Le nom ECO a été choisi par les pays de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et la CEDEAO, elle regroupe 15 pays, dont ceux de la zone franc. Or, la CEDEAO a depuis les années 80 un projet de monnaie commune, et le nom choisi pour cette monnaie, c'est l'ECO. Donc, en voulant renommer le franc CFA ECO, en fait, les autorités françaises, parce que ce sont elles qui pilotent tout ça, veulent faire capoter ce projet de monnaie commune qui n'est pas bon pour elles, puisque ça ferait disparaître le franc CFA et leur tutelle sur cette monnaie. Si on regarde bien, le projet des autorités françaises, c'est d'étendre la zone franc, en fait. D'étendre la zone franc en récupérant le Ghana, surtout pas le Nigeria, parce que le Nigeria est un pays dynamique, puissant et qui prendrait le dessus. Le franc CFA existe toujours en Afrique de l'Ouest. Il fonctionne de la même façon, avec quelques petites évolutions cosmétiques. Mais sinon, non, on ne parle pas d'éco. Il y a toujours des billets en franc CFA. Et je ne crois pas qu'il y ait de projet de créer des billets et des pièces de monnaie éco. Absolument pas. D'ailleurs, ces billets de monnaie franc CFA et ces pièces sont fabriquées en France. Les uns à Chamalières, les autres à Pessac. Et ces marchés de fabrication de billets CFA représentent une grande partie de l'activité des imprimeries de la Banque de France. Sur la question de plus d'obligation de dépôt, effectivement, sans doute que le compte d'opération a été fermé, on ne sait pas très bien, mais il y en a forcément un qui est resté ouvert puisque il n'y a aucun changement sur la question de la garantie. La France est censée toujours apporter des euros. Il faudra bien qu'il y ait un compte pour que ces euros soient hypothétiquement déposés quelque part. Et l'autre question sur la fin de la représentation française dans les instances de la BCEAO, là aussi, elle est contournée par d'autres dispositifs qui sont mis en place pour remplacer tout ça. C'est-à-dire que la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a pour obligation de faire du reporting quotidien en fait pour le Trésor français. Donc le Trésor français garde en fait un outil de contrôle et un droit de regard sur tout ce que fait la BCEAO pour en tout cas ses réserves de change. La réforme en réalité c'est une fausse réforme. Tout ça n'est absolument pas démocratique. C'est que cette réforme a été soumise au Sénat et à l'Assemblée nationale française en fin et début d'année de cette année. Au cours de ces débats, on a vu qu'un certain nombre d'entre eux ne comprenaient pas et ne savaient pas comment fonctionnaient les choses. Donc, ils ont un problème de sous-information assez important. En fait, la réforme était déjà
mise en œuvre avant même que eux ne l'approuvent, ce qui n'est pas normal. Normalement, un traité international passe. Il y a un article de la Constitution qui dit bien que avant une mise en œuvre, il faut qu'il ait été adopté, ratifié. Alors, il y a un certain nombre d'économistes qui, depuis très longtemps, travaillent sur le franc CFA. On fait des propositions. Je pense à Samir Amin, franco-égyptien, à Joseph Tujang-Poemi, camerounais aussi très brillant, qui avait écrit un livre en 1980 qui s'appelle Monnaie, servitude et liberté, si je ne me trompe pas. Chacun a réfléchi à des moyens de sortie, et aujourd'hui, dans le livre, on en donne quelques-uns, de moyens de sortie de cette zone franc, de ce franc CFA. On a privilégié un moyen en particulier, ce serait en fait de mettre fin à ces accords de coopération monétaire avec la France et de créer des monnaies nationales, ce qui semble aujourd'hui le plus réaliste qu'une monnaie commune qui est plus compliquée à mettre en place. Les pays de la zone franc ne sont pas condamnés à rester dans cette zone franc, mais il faut évidemment une volonté politique et des dirigeants qui aient le courage d'en sortir. Or, aujourd'hui, on sait qu'une partie des dirigeants arrivent au pouvoir par des systèmes dans lesquels la France reste très impliquée et joue un rôle très important. Voilà, je vais finir peut-être sur deux choses qui, moi, m'ont frappé pendant les recherches que j'ai faites sur cette question. C'est d'abord de constater qu'il y a un intérêt, il y a une absence d'intérêt en fait total ou quasi total de la part des économistes français sur la question du franc CFA. C'est assez étonnant à remarquer. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce livre, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu de littérature disponible pour des citoyens ordinaires qui n'ont pas forcément de connaissances en économie, par exemple. Et à l'inverse, quand on a eu des échanges, mon co-auteur et moi, avec des économistes américains, politistes américains, économistes allemands, britanniques, canadiens, la plupart ne connaissent pas le système du franc CFA. Et la plupart sont totalement stupéfiés, effarés de savoir que ce système existe encore, qui est donc encore une monnaie coloniale qui fonctionne. L'autre chose assez frappante, j'en ai un peu parlé, c'est que au fil des décennies, on voit que finalement les critiques ont toujours été les mêmes. Nous, ce qu'on dit dans le livre n'a finalement rien de nouveau. Ça a été dit au début des années 60, début des années 70. Samir Amin a fait tout un rapport là-dessus. Enfin, on n'apporte rien de neuf, mais ce sont des choses qui restent peu connues, pas diffusées, malheureusement. Et alors, par exemple, la garantie, la fameuse garantie. Il y a un journaliste, Paul Fabra, économiste aussi, qui avait écrit, je crois que c'était en 1972 dans Le Monde. Il avait bien dit, lui aussi, il parle de garantie illusoire, et il dit la garantie du Trésor français existe à condition de ne pas jouer. On arrive à ce processus stupéfiant donc de fausses réformes finalement qui se passe et qui a été accueilli par les médias français par ça y est, c'est la fin du franc CFA, la fin du franc CFA est annoncée. Il y a eu vraiment unanimité, peu de recul sur le fait que non, si on regarde, si on gratte, on se rend compte que non, il n'y a pas réellement de changement, et d'autant plus que pour le cadre du franc CFA de la zone d'Afrique centrale, lui, il est toujours là. La France est confrontée à une concurrence de plus en plus rude dans son précaré, comme on l'appelle. Donc effectivement, il y a la Russie aujourd'hui qui est extrêmement active en République centrafricaine, qui commence à l'être au Mali. C'est dû à plein de facteurs différents. La France n'a pas réussi en fait à s'adapter et à changer son logiciel de pensée, je crois. C'est évident sur le franc CFA et sur tout le reste. Elle se croit toute puissante, par exemple en Centrafrique, et n'a pas vu que les Russes étaient en train de s'installer. Elle l'a vu trop tard. Mais toujours est-il que oui, elle est face à une concurrence de plus en plus forte. C'est pourquoi elle s'accroche toujours autant, voire plus, à ce système franc CFA, et qu'elle fait des petites réformes, qu'elle organise ce sommet où elle fait semblant, enfin en tout cas c'est l'impression qu'on a, d'écouter les jeunes pour les faire s'exprimer, et ensuite hop, on continue comme avant, on saupoudre un peu et surtout on ne change rien. Là, je pense qu'elle essaye de gagner du temps avec tout ça, mais ça va être de plus en plus compliqué pour elle de tenir sa position, pour des raisons uniquement démographiques d'ailleurs. C'est au moment de la création du franc CFA. La zone franc à ce moment-là était beaucoup moins peuplée que la France, et aujourd'hui elle est beaucoup plus peuplée que la France. Donc ça va être compliqué pour, je pense, la petit État français de garder sa dominance sur tous ces États.
Bon, effectivement, elle perd du terrain, cette France, mais les entreprises françaises perdent des parts de marché, mais leur chiffre d'affaires continue à augmenter. Donc, tout ça est à regarder de près. Elles sont pas en difficulté, les entreprises françaises, pour la plupart. Il y a des investisseurs français très gros dans les barrages en Afrique de l'Ouest, dans la construction de barrages. On voit que le groupe Bolloré, lui aussi, est toujours très présent, même s'il a quelques difficultés au Cameroun depuis quelques temps. Mais voilà, de ce côté-là, les entreprises se portent toujours aussi bien, on va dire. L'Union européenne joue un rôle, mais la France continue à piloter quand même l'affaire, et elle doit simplement informer les autorités européennes quand il y a un changement de périmètre, s'il y a un nouveau membre qui s'ajoute à la zone franc ou un autre qui le quitte, ou s'il y a un changement de valeur pour le franc CFA. Mais sinon, elle pilote la chose. On l'explique bien dans le livre comment se sont faites les négociations au moment du passage à l'euro. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers.